Je suis Pierre Fray. Si vous cherchez dans l'annuaire du téléphone à l'adresse de mon domicile, vous lirez que ma profession est appareilleur de souvenirs. Ça me rappelle un historien dont j'ai beaucoup aimé lire une histoire du sida, c'est Mirko Grmek, qui disait History is a hardcore of interpretation surrounded by a thin pulp of disputable facts. Ou bien encore Georges Duby qui, 3 mois avant de mourir, disait « L'histoire n'est que Baliverne, Ritournelle et Crécelle ». La difficulté, je pense, et c'est le début de tous les dérapages, c'est quand on pense que ça doit servir à quelque chose. Moi, j'ai plutôt l'impression que l'histoire, ça fait partie d'une sorte de processus vital de nos sociétés. Et si on veut une métaphore, elle sert tout juste à savoir où on vient de passer et à contrôler notre trajectoire. Moi, je la vois à la fin que comme le rétroviseur pendant que je roule. Mais le rétroviseur n'a de sens qu'aussi longtemps que je roule. En général, c'est qu'on se réfère à des exemples de systèmes ou de systèmes politiques ou de systèmes d'exercice du pouvoir qui se sont servis de l'histoire pour fabriquer de l'idéologie, pour fabriquer de la réalité quotidienne et influer sur la vie politique d'une nation, d'une région, d'un pays. Donc l'histoire, c'est un ensemble d'informations qui est très délicate à manipuler parce qu'il est sujet à toutes les déformations, à toutes les interprétations et surtout qu'il est sujet à la captation d'intérêt de la part de tous ceux qui pensent que l'histoire a un sens, qui pensent qu'il y a une fin dernière, qui pensent que l'histoire peut légitimer de l'action. Et ça rend cette question à quoi sert l'histoire, je ne peux pas y répondre, je peux que tourner autour pour expliquer quel est l'objet utilisé, le savoir que l'on utilise pour fabriquer toutes sortes de dérives, pour fabriquer toutes sortes de mythes. Du champ de l'histoire que je n'ai jamais compris, c'est le terme de révisionniste. Alors on a accusé certains des historiens d'être des révisionnistes. Je pense que ceux qui ont répondu à cette définition sont des gens tout à fait infréquentables parce qu'en fait il s'est agi de négationnistes, de gens qui prétendaient démontrer que certains faits historiques pourtant avérés n'avaient pas existé, parce qu'au fond, ce qui compte, c'est l'œil qui regarde dans le rétroviseur, et cet œil change sans cesse, puisqu'après moi, quelqu'un d'autre fera avancer. Chaque génération avance sur sa trajectoire, a besoin de regarder en arrière. Et si on veut parler d'utilité, je serais plus sensible à la nécessité des sources de l'histoire qu'à l'utilité de l'histoire. Et mon centre de gravité, si déjà on fait de l'histoire, c'est constituer les sources nécessaires à l'histoire. Et là, on peut non pas être objectif, mais tendre à une certaine méthodologie, à un certain ordre, et faire des choses que les autres peuvent comprendre. C'est-à-dire, je ferai, en accumulant des archives, je ne ferai pas naturellement une œuvre objective parce que j'ai accumulé des archives, mais si je raconte comment j'ai accumulé les archives, comment je les ai sélectionnées, comment je les ai choisies, pourquoi j'ai choisi tel groupe d'archives plutôt que tel autre, tel document plutôt que tel autre, si je rends compte scrupuleusement de ce que je suis en train de faire, de quelle subjectivité m'a habité au moment où je le faisais, les autres vont comprendre en quoi consiste la matière que j'ai accumulée. Et s'ils peuvent comprendre, c'est-à-dire qu'est transparent la motivation qui m'habitait au moment d'accumuler le matériau archivistique, les gens qui feront l'interprétation dans le futur diront « ce type-là, il a fait ça pour telle et telle raison ». Et cet éclairage, l'honnêteté, cette transparence avec cette subjectivité permet aux autres de comprendre en quoi consiste l'archive accumulée. C'est un exemple de ce qui peut être fait. Ça dépend quel niveau d'autorité on prétend occuper. Par exemple, j'ai constitué
les archives de la construction moderne dans le sein d'une école d'architecture, et la constitution de cette archive a été très très conflictuelle au sein de l'école parce que d'une part, les architectes praticiens pensaient qu'ils devaient m'expliquer quelles archives étaient dignes d'être conservées et lesquelles non. Alors évidemment, on ne s'est pas entendu facilement, puisque moi je pensais faire ce travail peut-être pas dans une objectivité absolue, mais en tout cas pas influencé par des consignes impératives d'une subjectivité externe et grossière. Mais en même temps, j'ai appris que les architectes, comme les médecins d'ailleurs, sont des professions qui aiment contrôler l'historiographie de leur propre pratique. Donc c'est déjà, les archives de la construction moderne se sont notamment constituées en tant que fonds d'archives contre des choix qu'on prétendait leur proposer ou leur imposer. Une autre épisode de la constitution de cette institution, c'est que j'ai eu comme directeur d'institut un historien de l'architecture qui a écrit un livre sur nationalisme et internationalisme dans l'architecture moderne de la Suisse, qui est un ouvrage absolument brillant, mais une vraie interprétation. Et peu à peu, je me suis convaincu que c'était certes un livre d'histoire, mais que c'était une vaste mythographie de la modernité dans l'architecture de la Suisse, et que le champ de l'architecture de la Suisse n'avait pas été ce débat héroïque entre les modernes, les architectes modernes, donc les architectes modernistes qui auraient été assimilables au progrès, y compris au progrès social, contre des architectes qui seraient anti-modernes, qui seraient donc moins bons et donc partisans politiquement de la conservation politique. Et je me suis aperçu peu à peu que cette histoire écrite par cet auteur était un véritable mythe sur lequel se bâtissait la forme de l'architecture qui se construit, pas toujours pour le meilleur. Et une des activités a consisté à choisir des fonds d'archives qu'un amateur d'architecture moderne ne serait pas allé chercher. Et j'ai par exemple collecté des archives des architectes Buch, père et fils, qui sont des régionalistes, de clairs régionalistes, conservateurs à ce titre-là, mais qui sont d'excellents architectes. Donc d'autres, longtemps après moi, peut-être exhumeront ces fonds d'archives et diront, tiens, ce type qui était en fait opposé à une certaine manière d'écrire l'histoire de l'architecture a accumulé un matériau qui permet de fonder maintenant une autre vision. Oui, mais ça c'est la santé, parce que ça donne la stéréophonie, ou bien 3, 4, 10 bandes, et au fond il est utile qu'on écrive des histoires, et la vitalité d'une école historique, elle provient de la diversité des écritures. Je suis fasciné par exemple par le fait que l'université israélienne soit capable de produire des auteurs comme Shlomo Sand qui osent écrire un livre qui explique que l'exode forcé et la création de la diaspora par l'exode forcé, il le conteste, pour lui ça n'a jamais existé, et ça s'est constitué, ces diasporas juives dans le monde, autour de la Méditerranée notamment, ne se sont pas constituées suivant un exode forcé, mais par une émigration de colonisation. Et je trouve que c'est un bel témoignage de vitalité de l'université israélienne, et donc de la liberté de recherche de ces chercheurs. Et donc c'est un exemple parfait que la diversité va nous amener, nous donner plusieurs images de ce qu'il y a derrière nous et nous permettre plusieurs interprétations des trajectoires qu'on est en train d'opérer. Mais l'objectivité n'existe pas, il n'existe que des subjectivités, et c'est pour ça que la démocratie est un système qui fonctionne et qui nous permet d'éviter le pire, parce que la démocratie, c'est quoi? C'est la prise en compte d'une multiplicité de subjectivités et la négociation des manières de l'agencer. Et ça marche.
pas très bien, c'est chaotique, on est fâché contre ceux qui pensent autrement, mais ça marche. Très bien. D'abord, il y a d'excellentes histoires suisses et au fond, depuis de Salis, Martin, il y a eu beaucoup de d'Irauer, il y a eu beaucoup de bonnes histoires de la Confédération. Tous tendent dans une même direction, c'est légitimer la construction de l'État fédéral helvétique. Et c'est typique d'une période de crise. Quand les confédérés se disputent entre eux, le culte de Saint-Nicolas de Flux remonte en flèche et gagne de l'influence. Et quand on a des états d'âme sur l'être ensemble des États confédérés, on écrit des histoires de la Confédération. Ça nous conduira sûrement vers des choses très intéressantes. Les travaux sont d'une qualité magnifique. J'ai lu avec délice le livre de Joël Koons, par exemple. C'est beau et intelligent, c'est bien fait. Moi, je suis un peu provocateur, donc je m'intéresse aujourd'hui peut-être beaucoup plus à savoir comment l'évêché de Bâle a fonctionné sur des territoires qui couvrent plusieurs États nationaux actuels, comment la Banque genevoise, depuis 300 ou 400 ans, tisse un territoire entre le sud de la France, Lyon, Genève et l'Italie, et se projette dans un espace complètement différent. Je m'intéresse et je m'amuse beaucoup de découvrir, alors qu'ils étaient États confédérés, les stratégies des Bernois au XVIe siècle pour contourner leurs alliés confédérés et passer les Alpes ailleurs que par le Saint-Gothard. Donc je suis par provocation plutôt aujourd'hui intéressé par les histoires qui nous expliqueraient qu'on est un morceau de la Lotharingie ou qu'on est que d'autres espaces peuvent exister et que l'exercice de légitimation ou de réactivation de l'Alliance confédérale, il s'agit de savoir si on la veut. Et si on la veut, moi je suis très sensible aux arguments contraires qui peuvent éventuellement l'éclairer et la critiquer. Par exemple, dans le débat sur l'élection du Conseil fédéral, est-ce qu'il faut les lire par le peuple? Comment il faut les lire? Je rigole beaucoup quand je me souviens que dans la Grèce antique, les magistratures étaient tirées au sort et on ne pouvait pas le refuser. Et moi, je trouve que le Conseil fédéral, il ne faut pas les lire, il faut tirer au sort parmi les parlementaires, lesquels seront conseillers fédéraux. C'est un très grand avantage parce que ceux qui sont choisis par le sort ne pensent pas qu'ils méritent leur sort.